la délibération et le partenariat. Par exemple, je crois que tous les enjeux que vous avez sur les filières, c'est bien un moment comment on recherche un juste prix, pas uniquement par le rapport de force ou la mise en concurrence, mais aussi à un moment par une juste restribution de l'ensemble des parties prenantes de la filière. Et donc là, il y a des modes de régulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principes de coopération, de mutualisation et de solidarité, qui sont, on va dire, les valeurs fortes et de base de l'ESS, on ne peut pas les réserver à la, je vais employer le mot barbare, gouvernance interne de l'entreprise ou gestion interne. Il faut aussi les penser sur la question de la filière ou de la régulation. Et enfin, dernier niveau de l'économie plurielle, c'est la pluralité des indicateurs de richesse. Donc là, on pose la question du modèle de développement, et c'est pas un hasard si un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces questions de la pluralité des indicateurs de richesse, je pense à Patrick Vivray, je pense à Jean Gadret, s'intéressent aussi à l'économie sociale et solidaire. Et là, je crois que le débat est un petit peu lancé. Je vous invite à lire le dernier bouquin de Jean Gadret, qui montre très bien, sur la base des statistiques notamment de CDE, qu'à partir d'un certain niveau de PIB par habitant, vous n'avez plus de corrélation entre croissance du PIB et mieux-être et autres indicateurs de mieux-être, que ce soit en termes de santé, en termes d'environnement, etc. Et donc là, vous avez une divergence à partir d'un certain seuil, et ça pose effectivement la question du toujours plus de croissance, de toujours plus de productivité, ou du moins de la productivité dans quel secteur. En gros, revendiquer une économie plurielle, si je veux faire un clin d'œil à l'atelier numéro 1, je ne sais plus, c'est la nécessité en tout cas de revendiquer et de reconnaître la biodiversité économique des territoires et des économies. Et la biodiversité face à des chocs externes comme la crise, ce sont finalement des éléments de résistance par rapport à des économies qui avaient tout misé, y compris leur système de protection sociale, y compris leur accès au logement pour les plus pauvres, sur les systèmes financiers. Et on voit les dégâts que ça a fait sur les pays qui ont en tout cas misé, y compris leurs services sociaux, y compris, on va dire, l'accès à un certain nombre de biens fondamentaux, y compris sur les mécanismes de prêt titrisés au niveau financier. Donc je crois que cette biodiversité, économique, il faut aussi la défendre. Alors, je ne vais pas, par rapport au débat de cet après-midi, évidemment, vous parler là de l'ensemble des 50 propositions, des 12 chapitres, etc., parce que ce serait bien trop long, et je sais que notre temps est compté. On n'a pas de chapitre sur l'agriculture, parce qu'on n'a pas fait une approche sectorielle, l'agriculture, la santé, le social, ça n'a pas été notre approche, c'était plutôt une approche par problématique transversale. Je crois que celle qui fait écho le plus, peut-être, à vos problématiques, c'est un chapitre qui s'appelle « Développer et démocratiser la consommation responsable ». Et là-dessus, on a un certain nombre de propositions. Alors je vois qu'il y en a quand même quelques-unes qui vous concernent, puisqu'on parle de mettre en place un plan d'appui à l'installation et à l'exploitation d'agriculteurs bio. Enfin, il y a des choses qui en tout cas, dont on s'est inspiré sans doute, c'est pas moi qui l'ai écrit celui-là, mais de vos travaux et des réflexions de vos partenaires. Moi, le commentaire, je voulais juste faire un certain nombre d'enjeux, parce que c'est quoi l'enjeu? C'est économie sociale et solidaire, et finalement, agriculture bio, finalement, c'est une sorte de valeur partagée sans véritablement qu'il y ait un travail en commun plus abouti, et pourquoi. Et donc je pense que c'est ça en fait notre rencontre, et comment aller un peu plus loin dans cette réflexion-là. Et là-dessus, nous on a pointé un certain nombre d'enjeux dans ce chapitre. Je vais en citer un certain nombre. Le premier, c'est qu'il nous semble, en tout cas, on a pointé 5 grands enjeux, et il y en a un, c'était comment éviter le divorce entre l'écologique et le social. Et il nous semble que là, l'ESS, dans ce travail entre l'écologique et le social, dans ces expériences, est relativement bien placé. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'initiatives qui, à la fois, par exemple, travaillent la question d'une production de biens et de services plus durables, et en même temps, par exemple, des questions d'insertion, ou de solidarité. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'initiatives de l'ESS qui sont à la fois sur un volet de production, donc comment produire davantage on va dire, des biens et des produits durables, et en même temps, on agit aussi sur la demande, c'est-à-dire le travail de sensibilisation et d'accompagnement au changement des comportements de consommation. Et donc ça aussi, c'est pas une offre, on va dire, une offre clé en main
etc., si on agit sur les deux. Et ça, je trouve c'est intéressant. Vous avez des ressourceries qui sont à la fois sur la valorisation des déchets et en même temps qui font de la sensibilisation des ménages à comment ou des publics. Voilà. Et donc ce double, c'est vraiment les deux jambes, à la fois producteurs et citoyens. C'est une originalité et à mon avis une spécificité de l'ESS à faire valoir sur l'écologique et sociale. Et puis sur la consommation, je crois qu'il y a un défi pour l'ESS, c'est qu'elle a innové et elle est multipositionnée sur l'ensemble des segments de la consommation responsable. Elle a été à la fois, à mon avis, sur le bio et les circuits courts, elle a été à la fois sur les épiceries solidaires, elle a été à la fois sur le commerce équitable. Mais on s'aperçoit que l'ensemble de ces nouveaux modes de consommation, finalement, ils sont aujourd'hui segmentés en termes et cloisonnés, y compris en termes de population. Et donc il y a un énorme défi. Ce défi, c'est les innovations, c'est sans doute sur aussi le rapprochement en termes notamment dans la distribution de ces différentes formes de consommation issues en partie de l'ESS. Et donc là, il y a toute une série d'initiatives sur des modes de distribution, sur des guides, des catalogues. En tout cas, il y a de l'innovation, en tout cas, sur ce chantier-là. Et aussi sur comment on a entre, d'un côté, on va dire, de la production équitable ou bio, qu'on dit parfois pour des catégories bobos, et des épiceries solidaires pour les plus pauvres. Là, il y a comment on réfléchit véritablement, ça veut dire ça, démocratiser la consommation responsable. Et là aussi, il y a des innovations à faire valoir sur des capacités et des revendications politiques et des innovations socio-économiques sur comment on permet à tout le monde d'accéder à un mieux s'alimenter et d'accéder effectivement sans forcément segmenter plus en avant les publics. En tout cas, c'est des enjeux et des défis. Il n'y a pas forcément des réponses, il y a des innovations intéressantes à explorer, mais c'est des défis que nous, en tout cas, on a relevés, plus le défi du changement d'échelle que vous avez aussi mis en enjeu, le défi, vous avez vu, de la reconversion, mais c'est aussi le défi de comment faire face à une demande sans perdre son âme. Et là, il y a un dialogue critique à avoir entre l'économie sociale ancienne et vos innovations, et notamment dans le domaine évidemment agricole, entre des coopératives agricoles qui ont été largement dans une agriculture promue l'agriculture conventionnelle, etc. Et en même temps aussi beaucoup d'initiatives qui sont dans le solidaire, qui sont sur du circuit court, mais qui aujourd'hui, face parfois à une explosion de la demande, ne sont pas capables forcément de répondre. Donc finalement, comment on réinvente des principes coopératifs et mutualistes à finalité sociale et environnementale, je crois que c'est là tout le défi, où finalement la rupture en fait, idéologique qui s'est produite a été aussi une rupture peut-être on va dire, historique. Il y a un fil à reprendre, à mon avis, qui serait intéressant entre je dirais, de gros opérateurs complètement banalisés qui on va dire, perdu leur âme et des petites initiatives de territoire. Comment on invente quelque chose de plus intermédiaire, à taille, on va dire, des territoires, et qui en même temps répond, on va dire, à vos valeurs et à vos principes. Je crois que là, il y a un enjeu commun à travailler, et j'en termine là-dessus. C'est peut-être une invitation à participer aux États généraux de l'économie sociale et solidaire qui se sont lancés, qui sont un peu la suite du travail du labo, mais avec d'autres, qui étaient de dire, bon, il y a eu des propositions, maintenant, comment un peu les porter davantage dans le débat public, autour de 3 un peu messages forts, mettre en mouvement sur les territoires, convaincre l'opinion et influencer les décideurs. Et moi, je trouverais intéressant que, donc, il y a une invitation à la fois à produire ce qu'on a appelé des cahiers d'espérance, qui sont un peu des messages forts, qui valorisent à la fois l'innovation, mais qui sont porteurs de propositions à travers de larges coalitions, qui sont porteurs de solutions et de messages, et qui pourraient, en tout cas, être portés peut-être par vos réseaux et vos partenaires lors de rencontres et de l'événement qui aura lieu au juin au Palais Brognard, donc l'ancienne bourse, dont on veut faire une nouvelle bourse des valeurs, une inversion des valeurs, en tout cas une reprise en main par les citoyens de l'économie et de ce lieu symbolique du capitalisme financier. Et donc, moi je trouve que sur la question de quel modèle économique et quel modèle de développement vous êtes
porteur à travers vos pratiques. Et en tout cas, j'ai vu qu'il y avait toute une série d'enjeux qui sont très forts, mais qu'il faut évidemment traduire pour des gens qui ne connaissent pas aussi bien le détail de vos enjeux. Il pourrait y avoir un cheminement commun et un travail ensemble. Je vous remercie. Merci, monsieur.